Chers amis, bon appétit. Mais en même temps, il n'y a pas seulement la nourriture matérielle, il y a aussi la nourriture spirituelle et intellectuelle. Donc, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Michel Duclos, qui est président de l'Académie diplomatique internationale et qui va, comme prévu, animer ce déjeuner. Nous sommes très très heureux d'écouter les observations de l'ambassadeur Michel Duclos, qui a traîné sa bosse un peu partout à travers le monde, entre la Suisse et d'autres pays aussi. Et nous sommes très heureux d'écouter ces observations en ce qui concerne le thème de notre conférence. Mr. President, ladies and gentlemen, I will speak in French, but I'll say a few words to say how pleased I am to be with you today. And I must say I'm especially grateful to the Maison du Futur and the Konrad Adenauer Stiftung for this invitation. It's a great honor for me, and especially Mr. President, to have the opportunity to listen to many great interventions this morning under your chairmanship. Je vais peut-être ajouter que je parle comme un diplomate. Et donc je n'aurai pas le niveau conceptuel et stratégique qui a été atteint ce matin par un certain nombre d'orateurs, ni la profondeur historique de certains d'entre vous, comme le professeur Malia. Mes remarques seront beaucoup plus prosaïques. Et puisque nous parlons de la situation dans le monde arabe, il faut que nous parlions de la Syrie. En se posant peut-être une première question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une opportunité d'avancer vers une solution à la crise? Est-ce qu'il y a, comme certains le disent, une fenêtre d'opportunité? Et deuxième question, si oui, comment exploiter cette fenêtre d'opportunité? À la première question, je répondrai, là aussi je suis diplomate avec prudence, mais oui, il y a 4 raisons de considérer que peut-être qu'une opportunité existe de faire progresser une solution politique. Première raison est liée à la Russie. Beaucoup considèrent que la Russie, après avoir magnifiquement réussi son investissement militaire, a besoin de trouver un accord politique pour pouvoir tirer tous les bénéfices de son investissement, apparaître comme le grand leader régional qu'elle aspire à être, et aussi minimiser les risques d'une intervention trop prolongée. Donc c'est un premier point. On peut peut-être espérer que la Russie éprouve le besoin d'un accord politique. Je nuancerai immédiatement en disant que peut-être que là, nous projetons des schémas occidentaux. Quand nous intervenons, nous voulons à tout prix sortir avec une situation stabilisée. Après tout, historiquement, la Russie est intervenue dans son pourtour en se contentant ensuite de conflits gelés, sans solution profonde à la crise, mais ne faisons pas de procès d'intention à la Russie. Il y a cette idée qu'elle pourrait vouloir un accord politique. Deuxième raison, le réengagement américain. Quoi qu'on pense de la présidence de M. Obama, elle était quand même caractérisée par un refus de toute responsabilité dans la région, à part obtenir un accord
très important d'ailleurs, et positif, avec l'Iran sur la question nucléaire. On pouvait penser que l'administration Trump suivrait le même schéma, mais son opération du 6 avril laisse penser qu'elle pourrait être intéressée par un certain réengagement. Et là aussi, il faut le dire évidemment avec prudence, parce qu'une frappe un jour ne fait pas une politique ou une doctrine, mais il peut y avoir des raisons de penser que cette administration souhaitera, ne serait-ce que pour réagir à ce qui avait été fait par ses prédécesseurs, se réengager. Troisième raison, il y a une modification dans l'équation régionale du simple fait que l'administration Trump a un peu rééquilibré, comme vous le disiez ce matin, Monsieur le Président, entre ses alliés sunnites traditionnels et l'Iran. Et le président Trump va d'ailleurs faire son premier déplacement à l'étranger en Arabie Saoudite. Ce ne sera pas du Caire comme Obama l'avait fait, mais d'Arabie Saoudite qu'il s'adressera au monde musulman. Et on peut penser qu'il sera davantage, s'il poursuit dans cette ligne, davantage en mesure d'entraîner derrière lui les puissances sunnites de la région, qui accepteront peut-être plus de jouer groupés qu'elles ne le faisaient à l'époque d'Obama. Ça, c'est la troisième raison, mais il y a une quatrième raison qui, au fond, est plus profonde, parce que les trois premières raisons sont réversibles. La quatrième raison, c'est que nous arrivons maintenant au début d'une fin de partie dans la lutte contre Daesh, et peut-être Al-Qaïda, c'est plus compliqué, mais en tous les cas, Daesh. Et l'une des raisons pour lesquelles, pendant les dernières années, le monde occidental s'était beaucoup détourné de la question syrienne, c'est que toute son attention était focalisée depuis 2014 sur la lutte contre Daesh. Et là maintenant, on peut penser qu'il va y avoir là aussi un rééquilibrage, et le message qu'il faut faire passer naturellement dans tous les gouvernements occidentaux, et pas occidentaux d'ailleurs, c'est que une vraie victoire contre Daesh, ce serait une victoire dans laquelle on s'occupe des conditions politiques qui ont favorisé l'émergence de Daesh. J'étais à Washington moi-même il y a 15 jours, et je disais à mes interlocuteurs, une victoire contre Daesh, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est une victoire durable contre Daesh. Ce qui veut dire qu'il faut s'occuper de la question syrienne et donc du pouvoir à Damas. Alors, ayant dit cela, comment exploiter cette éventuelle fenêtre d'opportunité? Je dirais qu'il faut partir du contexte de l'après-Alep, d'une tentative qui a été faite par la Russie de faire avancer ce qu'on pourrait appeler une paix russe, de réfléchir aux raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, et donc de manière très pragmatique, je m'en excuse, d'essayer de tirer quelques conclusions sur les paramètres qu'il faudrait réunir pour avancer vraiment vers une paix en Syrie. Alors, l'après-Alep. La chute d'Alep a été un coup terrible pour l'opposition nationaliste en Syrie. Ça a marqué un affaiblissement considérable de ses positions. En même temps, ça a été le reflet d'un réalignement des intérêts de la Russie, de la Turquie et, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, de l'Iran. Alep ne serait pas tombé si la Turquie n'avait pas modifié sa position sur le dossier syrien. Elle a changé sa priorité. Sa priorité, à partir d'un certain moment, a été de contenir le plus possible les Kurdes, et notamment le PYD.
elle a voulu intervenir par le bouclier de l'Euphrate. Elle avait besoin pour cela d'un feu vert russe, et une négociation s'est faite qui fait que les Russes ont accepté ce mouvement turc, obtenu en échange un certain nombre de choses en ce qui concerne les groupes armés que soutenait la Turquie, et en ce qui concerne aussi l'exigence turque du départ de Bachar el-Assad. Maintenant, la Turquie ne fait plus de ce départ une priorité aussi importante, et donc là aussi, ça change un peu la perspective d'un éventuel règlement politique. Il y a donc eu, c'est mon deuxième point, un moment où on a pu voir se dessiner ce qu'on appellerait une paix russe. Et ça a été les premières discussions d'Astana, où l'objectif était manifestement d'obtenir des cessez-le-feu locaux avec un certain nombre de groupes armés, ce qui avait pour conséquence de diviser la rébellion armée et d'affaiblir encore plus l'opposition politique. À partir de ces accords sur le terrain, la Russie proposait de relancer le processus politique d'ensemble, mais sur des bases qui lui convenaient. C'est-à-dire, elle avait plutôt obtenu que la Turquie d'abord, mais elle pouvait espérer que les autres pays de la région de guerre lasse se rallieraient à cette position, que donc ces pays accepteraient le maintien d'Assad et du régime, au moins pour une certaine période. Donc on voyait un rapprochement des intérêts de la Russie et des pays de la région, l'Iran n'étant pas contre, mais suivant le mouvement avec quand même une certaine appréhension. Troisième point, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché pour des raisons conjoncturelles, c'est-à-dire que les alliés locaux de la Russie n'ont pas suivi. Le régime d'Assad n'a pas fait les gestes élémentaires dont les Russes avaient besoin pour que son opération de règlement politique fonctionne. D'abord, il n'y a pas eu de vraie trêve, puisque le régime, d'ailleurs appuyé par la Russie et l'Iran, a continué des attaques très violentes dans la région de Damas et dans d'autres endroits au pourtour de la Syrie utile. Dans la réunion de Genève qui a eu lieu, le régime n'a pas fait le moindre geste en faveur d'un règlement politique. Donc en réalité, il aurait fallu aux interlocuteurs occidentaux de la Russie beaucoup d'aveuglement pour croire que l'opération russe allait fonctionner. Et là, ajoutant à sa mauvaise volonté, le régime syrien a commis la faute ou le crime de trop, avec l'attaque aux armes chimiques du 4 avril. Je crois que dans les chances de succès de la paix russe, il y avait ce facteur que l'Amérique avait détourné ses regards. Elle était aux abonnés absentes. C'était vrai avec l'administration Obama finissante. Ça pouvait être vrai avec la nouvelle administration, dont on croyait comprendre qu'elle souhaitait surtout un accord avec la Russie et que vis-à-vis d'Assad, elle pouvait très bien vivre avec son maintien en place. Mais, encore une fois, ce crime de trop a réveillé quelque chose à Washington que d'ici il est difficile de juger, bien sûr, mais le fait est qu'il y a eu une réaction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en tirer des conséquences stratégiques trop fortes, parce que c'est très réversible, ce n'est pas une doctrine, ça ne fait pas une politique, naturellement.
ça ne fait pas une politique, mais en même temps, ça détermine en partie une politique. Je crois qu'il est plus difficile maintenant pour Washington de considérer Bachar al-Assad comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Et dans tout règlement de paix, ça lui est plus difficile de fermer les yeux sur un maintien sans délai de temps du régime. Encore une fois, il faut être prudent, tout cela est réversible, mais malgré tout, il s'est passé quelque chose, et j'ouvre peut-être, si vous me le permettez, une petite parenthèse pour dire, parce que la question du recours à la force est très présente dans vos discussions, et était ce matin en arrière-plan de beaucoup d'interventions. Obama croyait sérieusement que si il tapait un peu trop fort en Syrie, ça allait provoquer l'apocalypse. Et que notamment, ça allait entraîner une escalade avec la Russie et l'Iran, dont l'Amérique ne pourrait pas se sortir. C'était un peu contre-intuitif, puisque Israël intervient sur une base régulière, sans déclencher d'escalade particulière. Mais là, la preuve a été faite que quand les Américains envoient des Tomahawks, eh bien, ce n'est pas la fin du monde. Et même, d'une certaine façon, loin d'être la fin du monde, ça peut-être a été le déclenchement d'une relance de la discussion russo-américaine. Une relance du dialogue russo-américain. Mon quatrième point serait de dire que s'il y a eu des raisons conjoncturelles qui ont limité le succès de l'offensive russe en faveur d'un accord politique, il y a aussi des raisons plus structurelles. Cette raison structurelle, elle porte un nom principal, c'est l'Iran. Parce que je crois que même si la Russie avait bénéficié d'une bienveillance américaine, même si elle pouvait compter sur la Turquie, voire sur certains pays du Golfe, malgré tout, je pense que l'opposition syrienne, la rébellion, d'une part, les grands pays sunnites, d'autre part, ne pouvaient pas faire la concession d'accepter un rôle important et pour une durée assez profonde d'Assad dans le règlement, sans avoir en échange quelque chose sur la présence iranienne et au minimum sur l'activité des milices chiites dans le pays. Et ça, ce facteur structurel-là, je crois qu'il demeure, il est même aggravé parce que vous avez les uns et les autres évoqué ce matin, c'est-à-dire le début de changement du rapport de force démographique auquel on assiste. Le risque aussi que plus la guerre se prolonge, plus le régime Assad se délite. J'ai connu une série où l'armée était à 320 000 hommes. Aujourd'hui, d'après des sources russes sérieuses, il n'y a plus que 20 000 combattants dans l'armée vraiment opérationnels. D'où la nécessité pour le régime de se reposer de plus en plus sur un système de milices, une économie de guerre qui entretient des clientèles, etc. Une situation qui, en elle-même, fait qu'on ne peut plus regarder maintenant les discussions de paix sans vouloir aborder de front cette question des milices, de la nature du régime et en arrière-plan de la présence iranienne. J'ai peut-être déjà trop parlé, donc j'en arrive vite à une conclusion, les leçons qu'on peut en tirer. J'ai dit que le dialogue russo-américain avait l'air de repartir. Les Russes, très astucieusement, sont très grands diplomates, ont bien compris comment procéder. Donc ils avaient des positions traditionnelles sur les trêves, les cessez-le-feu, etc. Ils les ont repackagées, comme on dit en français moderne, pour faire écho aux propositions américaines
de zones de sécurité. Et donc maintenant, ils appellent ça des zones de désescalade. Et c'est pas impossible que les Russes et les Américains puissent se rejoindre, puisque les Américains eux-mêmes sont intéressés, comme là aussi certains d'entre vous l'ont noté ce matin, à mettre en place une zone de ce type. Donc le premier paramètre de toute solution de crise, c'est un dialogue russo-américain, et je le dis en tant que Français, les Français ont l'habitude de critiquer ce que font les superpuissances ou les superpuissances de jadis, mais il faut être lucide. Il n'y aura pas de sortie de crise sans un tel dialogue, et je dois dire que c'est une de nos fonctions à nous Européens, et surtout à nous Français, de fixer la stratégie américaine, de contribuer à la formuler et d'entretenir, si nécessaire, les dialogues nécessaires. Le deuxième paramètre, c'est quand même une transition à Damas, mais je dirais une transition phasée, par phase. Et c'est un point sur lequel il n'y aura pas de retour en arrière, c'est que les pays qui veulent le départ d'Assad, parce que, à juste titre, ils considèrent qu'il ne peut pas y avoir de stabilité en Syrie, c'est élémentaire, mais je le rappelle, il ne peut pas y avoir de stabilité avec ce type de régime, bien entendu. Et après les crimes qui ont été commis, la guerre civile qui a eu lieu, et simplement, on ne passera pas du jour au lendemain du tyran actuel à la direction du pays par un démocrate pur. Et donc, il faut trouver des formules intermédiaires, et c'est là-dessus que la négociation, si elle se développe, doit porter. Et je crois personnellement, ayant fréquenté la Syrie, que tout ne se fera pas dans des discussions entre grandes puissances ou acteurs régionaux. Il doit y avoir une discussion entre Syriens et dont le point dur, et peut-être le préalable, c'est des arrangements de sécurité dans lesquels chaque communauté obtient des garanties sur l'absence de revanche ou la protection d'un certain nombre de sa communauté. Les Alaouites ne peuvent pas s'engager dans un accord s'ils n'ont pas obtenu un certain nombre de gages qui font que leur communauté ne sera pas massacrée. Et donc, au fond, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, ceux qui peuvent avoir de l'influence sur le régime, ce sont les Russes. Et je dois dire que là, il y a une asymétrie que vous connaissez mieux que moi entre la Russie et l'Iran vis-à-vis de Damas. Il me semble que, là aussi, quelqu'un en a parlé très brillamment ce matin, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour ajouter peut-être un point supplémentaire, il me semble que pour l'Iran, la vraie carte d'entrée dans le pays, c'est la famille Assad. Parce que la communauté alaouite n'est pas spécialement pro-iranienne. Et l'opinion syrienne dans son ensemble est évidemment révulsée par une présence trop visible et trop manifeste, y compris sur le plan démographique, sur le plan des titres de propriété de l'Iran. Donc, deuxième paramètre, une négociation sur une transition par phase à Damas, dans laquelle les Russes ont un rôle catalyseur à jouer. Troisième paramètre, c'est la négociation régionale. Car il est clair que l'Iran ne se retirera pas du jour au lendemain, là non plus, sans obtenir quelque chose, que les Turcs ont besoin aussi de garantir un certain nombre d'intérêts de sécurité, que les puissances qui ont soutenu la rébellion auront à cœur de ne pas avoir tout perdu. Et là, on tombe, bien entendu, sur ce que vous avez aussi tous évoqué ce matin, qui est l'immense problème
de l'antagonisme actuel entre l'Iran et les pays arabes et entre les chiites et les sunnites. Quand on est européen, on ne peut pas parler de ces sujets-là puisque c'est pas nous qui pouvons les résoudre. Mais je terminerai quand même en disant qu'il y a peut-être un rôle pour l'Europe, les institutions européennes et les pays qui, comme la France, ont gardé une certaine capacité d'agir. J'ai déjà dit que nous avions un rôle probablement vis-à-vis de l'administration américaine. Dans mon pays, on croit beaucoup qu'il faut dialoguer avec la Russie. Ça a été un des grands thèmes de la campagne électorale présidentielle. Et naturellement, comme diplomate, oui, je pense qu'il faut discuter avec les Russes, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les Russes, selon la formule de M. Staline, posent toujours la question combien de divisions. Donc la France ne retient l'attention des Russes que si elle est capable de montrer qu'elle a des leviers sur le terrain, et notamment une capacité d'influence vis-à-vis des États-Unis et une capacité d'influence vis-à-vis des acteurs régionaux. Donc je pense que les Européens et la France ont un rôle particulier pour contribuer à fixer une vraie stratégie américaine qui pour l'instant n'existe pas, je crois être honnête. Deuxième point, les Européens ont sans doute un rôle particulier à jouer vis-à-vis de l'Iran. À Washington, ce qui m'a frappé, et ça a été évoqué ce matin aussi par plusieurs d'entre vous, c'est quand même le degré d'hostilité à l'égard de l'Iran qui existe non seulement à la Maison-Blanche, mais au Congrès, dans le Parti républicain, dans les dirigeants actuels, le Club des généraux, qui ont un passé qui les a mis souvent en contact sur les champs de bataille avec l'Iran. Et en même temps, cette administration n'a pas de vraie option. Ils ne savent pas que faire. Et donc, à un moment ou à un autre, ça peut échapper au contrôle des uns et des autres, et il peut y avoir une vraie crise entre les États-Unis et l'Iran qui risque de causer des dégâts considérables. Je pense que les Américains vont forcément demander plus de sanctions, toujours plus de sanctions, que donc ils se tourneront vers les Européens, parce que des sanctions, quand l'Europe n'est pas dans le coup, ça ne sert à rien. Et que là, les Européens seront placés face à leurs responsabilités. Les Européens souhaitent améliorer la relation avec l'Iran pour que celle-ci connaisse un développement plus pacifique, et notamment se lance dans un projet économique de modernisation. Mais en même temps, s'ils doivent choisir entre l'Iran et l'Amérique, ils n'auront pas vraiment le choix. Donc leur intérêt, c'est de convaincre l'Iran que oui, nous sommes avec elle sur la question de l'accord nucléaire, mais oui aussi, l'Iran, dans sa politique régionale, doit faire des efforts pour se mettre au diapason du nouveau mouvement qui est créé vers au moins une certaine stabilisation de la Syrie. Les défis que je viens d'évoquer sont considérables. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable dans des délais très courts. Je pense que ça prendra beaucoup de temps, mais il faut que les uns les autres, nous soyons bien conscients de l'alternative. C'est ou bien une fin de partie un jour ou l'autre en Syrie, ou bien la guerre sans fin en Syrie. Et la guerre sans fin en Syrie, c'est sans doute la guerre sans fin dans la région. Car ça veut dire la déstabilisation prolongée de l'Irak, ça veut dire une Turquie qui ne pourra jamais retrouver son équilibre. Ça veut dire les pays voisins de cette zone éprouvant des difficultés de plus en plus graves, dont naturellement le Liban. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Nous n'avons pas le choix. Nous devons favoriser un dialogue russo-américain, une transition à Damas,
le rétablissement d'un minimum de dialogue entre les puissances régionales, car sinon, eh bien, le Tchernobyl géopolitique que constitue la Syrie continuera à déstabiliser l'ensemble de la région et à faire des ondes de choc en Europe, comme on l'a déjà vu, et je pense finira par atteindre également la Russie et l'Iran. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette analyse très lucide et très pertinente qui a apporté beaucoup de lumière sur certains aspects. Vous avez parlé de la première visite de M. Obama en Égypte. Vous avez fait le parallèle avec la visite de M. Trump en Arabie. Simplement, je voudrais rappeler que la visite de M. Obama en Égypte n'a pas fait long feu et les résultats n'ont pas été très concluants. Donc j'espère que cette visite à Riyad sera plus positive. De toute façon, je vous remercie beaucoup. Et puis, vous avez ouvert beaucoup de fenêtres. J'espère que les uns et les autres pourront profiter de cet éclairage pour aller plus de l'avant, pour reconstruire la paix. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait poser des questions, parce que nous sommes déjà en retard sur le programme, il y a un petit dessert qui vous attend. Donc c'est 1 minute. Bien Robert, 1 minute. Oui, on t'écoute Robert. Merci pour votre intervention. Viens ici, viens. Quelle est votre définition du mot rebelle? Vous parlez de rebelles, mais il faut négocier avec les rebelles. C'est quoi pour vous la France ou l'Europe, l'Occident, le monde rebelle, dans le cas syrien? La deuxième question, c'est quelle est la doctrine française en ce qui concerne le Levant, historiquement? Fils Picot, bien reconnu de la France. Quelle est la doctrine française? Ce silence assourdissant de la France, autre que Nations Unies, juste pour lever le doigt et qui remonte de temps en temps. À part ça, la France est complètement impliquée. Vous êtes intervenant avec les Américains, mais nous, en public, on ne sait pas quelle est votre doctrine en matière de Levant. Et nous, les Levantins, on est très très actifs, comme vous l'avez juste aujourd'hui montré. Alors, je voudrais bien connaître votre point de vue, monsieur l'ambassadeur, en Syrie, sur ce point de vue-là. Non, sur la rébellion, c'est difficile de vous répondre en 1 minute. Je crois personnellement que la non-intervention américaine a contribué puissamment à la fragmentation de la rébellion et à sa radicalisation. Et le jour où les historiens feront le bilan, on s'apercevra que en 2013, au début de l'année 2013, la rébellion était encore largement laïque, pour utiliser des termes simples. Elle était civique, elle était nationaliste. Il y a eu la bataille d'Al-Qusayr, qui a contribué à crédibiliser le discours des groupes qui se réclamaient du salafisme et de l'islamisme radical. Puis il y a eu la non-intervention américaine et occidentale au mois d'août, qui a achevé d'imprimer dans les esprits l'idée qu'on ne pouvait pas compter sur les Occidentaux. Et donc à la fin de cette année, les islamistes avaient gagné la partie pour la domination politique et intellectuelle de la rébellion. Et encore une fois, notre responsabilité est très grande là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, il existe des groupes rebelles que j'appelle
nationalistes, donc qui ne sont pas dans la main des factions radicales islamistes. Et je crois qu'il existe un vivier de gens qui ont quitté le combat, qui sont rentrés chez eux, ou qui ont rejoint les groupes radicaux, non pas par conviction ou idéologie, mais parce que c'est la seule façon de continuer à se battre. Et donc notre problème, c'est aussi, ça fait partie de l'agenda, de reconstituer une force de stabilisation issue de la rébellion nationaliste syrienne et qui sera le seul produit de substitution un jour, si un jour il y a la paix, au système actuel de milices. Alors votre deuxième question, là c'est très simple, notre doctrine vis-à-vis du Levant, je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas un officiel, donc c'est difficile à dire, mais au fond, ce que nous voulons, nous, c'est la paix. C'est la paix et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il peut pour favoriser la paix et ensuite, et là aussi c'est un rôle des Européens, pour reconstruire des États. S'il y a un élément de doctrine que j'ai entendu chez tous les responsables français, c'est celui-ci. Nous, en France, on a la faiblesse de croire à l'État, si vous voulez. Et nous croyons que le régime Assad a détruit l'État syrien, contrairement à ce que d'autres disent. Quand on démolit les hôpitaux, on ne peut pas prétendre assurer la continuité du service public. Mais nous voyons bien que, même en mettant les choses au mieux, même en estimant que l'administration Trump se réengagera de façon durable et positive, le state building, ce ne sera jamais le truc des Américains. Alors ça, c'est un point où l'Europe collectivement, les institutions européennes, comme elles l'ont montré en Europe de l'Est et dans les Balkans, ont une capacité. Donc c'est ça, si vous avez une doctrine, je dirais, ce serait la paix et la reconstruction des États. Bien. On pourra continuer. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président. Donc nous allons reprendre dans 15 minutes pile. Dans 15 minutes, بعد 15 دقيقة نعود إلى قواعدنا سالمين آمنين.